Vous regardez New York Info, bonsoir, merci de nous rejoindre pour décryptage. Après des mois de tractation, Kinshasa et le groupe armé M23 ont signé samedi dernier au Qatar une feuille de route préalable à un accord de paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Le Qatar, les États-Unis et l'Union africaine sont engagés depuis plusieurs mois dans des négociations visant à mettre fin au conflit dans l'est de la RDC, un territoire riche en ressources naturelles où le M23 s'est emparé de grandes villes congolaises comme Goma en janvier ou encore Bukavu en février 2025. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Que représente cette nouvelle signature du cadre de Doha? C'est encore un pas vers la paix globale au niveau de la République démocratique du Congo. Mais je dis un pas puisque, comme toutes les autres signatures, c'est à chaque fois un pas qu'on a effectué. On n'est pas encore en face d'un accord de paix. On n'est pas encore en face d'un cessez-le-feu. Je le répète tout le temps sur ce plateau, quand on signe un cessez-le-feu, il y a les conditions. On commence à telle heure, on revoit parfois le positionnement, on cherche qui va superviser le cessez-le-feu, qui vont être les arbitres en cas de violation du cessez-le-feu, etc. Il y a tout un ensemble d'éléments. Quand vous regardez l'accord, ces éléments ne sont pas là. Bien que l'accord crée le cadre, c'est pourquoi le nom est très indiqué, cadre de Doha. C'est un accord pour aller vers cette paix globale. Il y a une méthodologie qui a été définie. Il y a un calendrier qui a été proposé et il y a des priorités également qui ont été déterminées. Donc, il faut reconnaître que cet accord, c'est pourquoi j'ai dit un pas de plus, va encore beaucoup plus vers le concret que les autres premiers accords qui étaient plutôt des accords de principe. Et le précédent engagement signé, on se rappelle, en juillet dernier à Doha prévoyait un cessez-le-feu permanent, mais qui n'avait pas été respecté pleinement. Mais quel enseignement tirer de cet échec pour mieux comprendre cette nouvelle signature? En fait, si on veut trouver un véritable accord pour un cessez-le-feu définitif, il faut qu'on accepte de parler des véritables causes de ce conflit. Et cet accord les prend en compte, pour une première fois. Parce que pendant longtemps, l'objectif était juste d'obtenir un cessez-le-feu. Mais cette fois-ci, on dit qu'il faut trouver les problèmes et résoudre les problèmes. Et c'est en trouvant les problèmes, en résolvant les problèmes, qu'on peut avoir une paix qui va être une paix définitive. Sinon, comme on le dit, ce n'est pas un accord de paix, c'est un cessez-le-feu. Mais un cessez-le-feu, il suffit que quelqu'un prenne un peu trop d'alcool et qu'il tire dans l'autre camp sans savoir ce qu'il fait. Les autres disent ils ont violé le cessez-le-feu, ils tirent, la guerre reprend. Vous voyez un détail comme ça qui fait reprendre une guerre parce qu'on est tout simplement dans une situation de cessez-le-feu. Cet accord ici intègre un cessez-le-feu, mais veut dépasser le cessez-le-feu en créant les conditions qui vont permettre de faire en sorte que la République démocratique du Congo oublie ces conflits dans cette partie du pays. Et comment expliquer que malgré le cessez-le-feu signé dernièrement, les combats aient continué depuis jusqu'à aujourd'hui? C'est très compliqué à dire puisque vous avez des accusations de façon réciproque. C'est lui qui a violé le cessez-le-feu, c'est l'autre qui a violé le cessez-le-feu. Un autre élément qui est dedans, on ne voit pas fortement le Rwanda. Bien que à Doha, aux États-Unis, ils ont été impliqués dans les accords de principe, on ne voit pas fortement le Rwanda se mettre du côté du M23 pour les amener à arrêter le conflit. De la même manière, du côté de la RDC, quand l'armée peut avoir un certain comportement, puisque ce pays est rempli de groupes d'armées, certains des groupes armés qui soutiennent le pouvoir ne se sentaient pas concernés par ce cessez-le-feu, puisqu'ils n'étaient pas signataires de ce cessez-le-feu. Et ça fait que parfois les affrontements ont continué avec ces groupes, mais quand ça déborde, vous avez l'armée également qui rentre dedans. Et c'était le cas, même jusqu'à hier, il y a encore des affrontements, bien qu'on est en train de parler d'un cadre qui doit aboutir à un cessez-le-feu. Le M23 a conquis, je le disais, Goma en janvier, Bukavu en février, mais quel impact ces avancées territoriales ont-elles eu sur les rapports de force au moment peut-être des négociations au Qatar? Ces avancées territoriales font partie des plus gros problèmes pour la négociation. Parce que Kinshasa est clair, intégralité du territoire. Pas question de négocier quoi que ce soit qui aille vers une souveraineté ou quoi d'autre. Mais ça, c'est dans le discours. Dans la pratique, c'est le M23 qui est aujourd'hui en train d'administrer ces zones. Ici, dans les causes, cela est revenu. On parle de l'État qui reprend sa plénitude d'administration dans le pays, c'est-à-dire que l'État central va revenir administrer ces zones, mais le M23 ne va pas se lever, dire aux gens, venez administrer. Il va falloir s'entendre sur des bases claires, et ça,
tout le monde s'attend à ce que ça fasse partie des questions les plus difficiles à régler. Mais ce qui est intéressant, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on a regardé les problèmes et on l'a identifié comme faisant partie des problèmes. Il va falloir qu'il y ait une négociation pour savoir comment faire en sorte que l'État congolais puisse, dans les zones actuellement occupées par les M23, rétablir l'autorité de l'État. Et le Rwanda est accusé depuis le début de soutenir le M23, mais quel rôle ce soutien réel ou supposé peut-être joue-t-il dans la dynamique des négociations? Le soutien il est réel. Il n'est pas supposé parce que dans ces accords, on revient sur ça. La RDC, par exemple, parle de priorité. Une des priorités, c'est le retrait des troupes étrangères. C'est vrai qu'on n'a pas écrit Rwanda, mais c'est le retrait des troupes étrangères, ce qui veut dire clairement que les Rwandais sont là. Parce que quelqu'un qui n'est pas sur un territoire qui n'est pas son territoire, ça n'a aucun sens de leur demander de retirer leurs troupes. Qu'on se rappelle que dans l'accord de Washington également, on n'avait pas cité le Rwanda, mais la même chose avait été dite. On parlait de retrait de personnes, on parlait même de retrait de matériel militaire qui devrait être repositionné d'abord vers la frontière et après organiser des groupes mixtes entre le Rwanda et la RDC, parce que le Rwanda posait un problème de sécurité au niveau de sa frontière, mais tout ça montre que les Rwandais sont bel et bien sur le territoire de la RDC, ça tout le monde le sait, sauf Kagame qui refuse de l'accepter. Mais ça aussi, ça fait partie des difficultés. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, on ne sent pas suffisamment le Rwanda dans ce processus de paix, à part les signatures des accords de principe, parce que si le Rwanda avait fait pression sur le M23, on se serait retrouvé certainement dans un processus de paix beaucoup plus accéléré que ce que nous voyons aujourd'hui. On parle dans ce conflit d'enjeux stratégiques, parfois même d'intérêts directs, mais en quoi la région de l'Est de la RDC riche en ressources naturelles influence-t-elle la logique même du conflit, même au niveau des négociations? Mais, comme on le dit, on dit que là-bas, on est en face d'une catastrophe géologique. C'est-à-dire, il y a énormément de richesses sur place. On parle beaucoup du Rwanda, mais l'Ouganda également a été intéressé par ces richesses. Lors des guerres antérieures, à cause de ces richesses, on a assisté à un phénomène extraordinaire. 2 pays étrangers se sont fait la guerre dans un autre pays. Le Rwanda a affronté l'Ouganda sur le sol de la RDC et la raison de la guerre, c'était l'exploitation des richesses. Vous voyez comment c'est extraordinaire. Ici, on parle de gens soutenus par, mais qu'on considère quand même comme des Congolais. Mais ici, c'est 2 étrangers qui viennent dans un autre pays qui se battent pour l'exploitation des richesses de ce pays. Donc, clairement, l'exploitation de ces richesses fait partie des enjeux du conflit. Et regardez l'accord de Washington. Les Américains sont intéressés parce que les Chinois sont en avance dans cette zone au niveau de l'exploitation des richesses. Et vous voyez les Américains qui créent un link entre la RDC et le Rwanda pour que quand ils viennent exploiter les richesses, qu'ils passent par le chemin le plus court pour pouvoir évacuer ces richesses, et le chemin le plus court passe par le Rwanda. Mais eux, leur accord est là pour leur situation économique. Mais ça ne sera pas fonctionnel tant qu'on n'aura pas rétabli la paix et la sécurité. L'autre enjeu, l'instabilité de la RDC est un danger en réalité pour tous les pays qui l'entourent. Parce que comme d'habitude, ta sécurité commence à ta frontière. La RDC en sait quelque chose, puisqu'aujourd'hui on parle du M23, on oublie les ADF qui continuent quand même à faire des attaques. Vous voyez le M23, on lie au Rwanda, les ADF, on lie à l'Ouganda. Mais s'il faut faire la même chose avec le Burundi, avec tous les autres pays qui sont autour de la frontière, mais ça veut dire que dans la zone, ils ont intérêt à s'asseoir également pour que les perturbateurs des États ne se trouvent pas de l'autre côté de la frontière. Mais quels sont selon vous les principaux obstacles qui pourraient entraver la mise en œuvre effective de cet accord cadre de Doha? Le premier obstacle, ça va être l'interprétation. Parce qu'un représentant du M23 a dit que les clauses qui sont contenues dans cet accord ne sont pas des clauses contraignantes. Une façon de dire, si on veut, on accepte. Voilà. Si on ne veut pas, on n'accepte pas. Ça pose déjà un problème. Alors que quand même, quand on appose sa signature quelque part, ça doit être un engagement de façon ferme. Mais on comprend son attitude, puisque comme j'ai dit, vous avez le retrait des troupes étrangères qui fait partie des éléments les plus importants qu'il faut régler. Le M23 ne peut pas le régler sans l'accord du Rwanda. Donc certainement, ils attendent de se concerter avec le Rwanda pour savoir quoi faire. Il y a un autre blocage, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le rétablissement de l'autorité de l'État dans les zones qui sont occupées par le M23.
qu'est-ce que l'État va donner en retour pour que le M23 accepte de leur remettre d'abord l'autorité administrative, parce que c'est beaucoup plus facile. Mais ce qui va être beaucoup plus compliqué, c'est de laisser les militaires de la RDC venir occuper cette place. C'est comme si ce qu'ils avaient conquis par la guerre, ils les ont rendus cela.